J'ai eu la chance de recevoir sur Prime Talk Aymeric de Galambert, le président de Seguin, un groupe implanté en Auvergne qui commercialise et fabrique des poêles à bois. Dans ce long entretien, on revient notamment sur son parcours et sur l'historique de l'entreprise Seguin. Je ne vous en dis pas plus et je le laisse se présenter. Bonne vidéo. Aymeric de Galambert. J'ai 4 enfants, je suis marié depuis 20 ans, tout récemment, et je suis chef d'entreprise. J'ai eu une opportunité de reprendre assez jeune l'entreprise que mon père lui-même avait non pas fondée, mais repris, lui aussi, sur sa fin de carrière, qu'il a mis en vente, et j'étais en train de me marier à ce moment-là, et donc on a fait le choix de venir s'implanter en Auvergne, à proximité de là où était l'entreprise, et donc je la dirige depuis 20 ans. J'aimerais maintenant revenir un peu sur ton parcours. Je crois que tu as fait une prépa, c'est ça? Tu as fait quelle Ouais. prépa et pour ensuite faire quelle école? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors moi, en terminale, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais juste que j'étais bon en maths. J'avais la chance d'être bon en maths, donc sans trop réfléchir, j'ai fait une prépa maths pour rester sur mon point fort, quoi, sur là où j'étais bon. Je pense que quand on sait pas trop quoi faire, faut peut-être retenir ça comme critère assez simple, quoi. Où est-ce que je suis bon et qu'est-ce que j'aime bien? Moi, j'aimais bien les maths. J'avais toujours pris maths, option de maths, la plus maths possible en terminale, et voilà. C'était la matière où, sans trop travailler, je performais bien, et donc prépa scientifique. J'ai fait l'école d'ingénieur après, donc j'ai réussi le concours de Centrale et des mines. J'ai choisi Centrale, donc j'ai fait cette école d'ingénieur à Paris pendant 3 ans, assez généraliste. Et ce qui est pas mal dans ces écoles d'ingénieur généraliste, c'est que tu as des dimensions techniques, jamais très approfondies dans une matière, parce que comme ça veut tout balayer, tu seras jamais le meilleur ingénieur en mécanique des fluides, ou le meilleur, sauf à vraiment creuser si on a après, mais le meilleur ingénieur dans la mécanique des matériaux, ou que sais-je. Par contre, tu as un petit peu de notion partout, et tu arrives quand même à jamais être trop largué quand on te parle d'un sujet, ou en tout cas, ça t'apprend à assez vite comprendre, à poser les bonnes questions pour le synthétiser. Et puis, tu as quand même des notions, en tout cas, moi j'avais pris une option d'ingénieur économiste, qui te donne aussi des notions de ce que c'est qu'une boîte, comment ça marche, comment les milieux économiques, pardon, fonctionnent. Donc, je trouve que c'est pas mal parce que voilà, ça te donne un profil où t'es pas hermétique ou technique, t'es quand même bien capable de discuter avec quelqu'un sans être un expert, jamais plus que les autres, ou en tout cas plus que les spécialistes du domaine, mais capable de discuter un peu avec tout le monde, d'assez vite piger, et avec un background économique qui te permet aussi de. Donc en gros, tu sais rien vraiment faire, tu es le meilleur en rien, mais t'es pas trop mauvais en pas mal de choses, donc ça te donne une formation assez polyvalente. Je vais te donner un tout petit exemple. On a repris récemment une entreprise en Espagne, et les vendeurs, les 3 frères qui vendaient, étaient des gens très très techniques, très orientés opération, notamment l'un d'entre eux. Et je pense que le fait d'être capable de parler de différentes dimensions avec eux, y compris la dimension technique, et de s'intéresser à un moment donné à cette dimension-là très précisément, ça nous a vraiment mis des bons côtés, des gens avec qui ils avaient envie de faire l'affaire, et à qui ils avaient envie de confier leur petite entreprise. Donc ça te sert même sur des sujets très business, par un rachat d'entreprise. Euh, ouais, le fait d'avoir une formation polyvalente qui te permet de parler à la fois à un financier, à un banquier, ou à quelqu'un de très technique, dans mon cas, c'était très utile. En Ouais, c'est 2007, pas mieux de voir. vous êtes dans les premiers, l'entreprise Sega est dans les premières entreprises à se positionner sur le granulé. Ça a boosté les ventes de l'entreprise. La vision, l'audace, c'est donc ça qui fait un bon chef d'entreprise? Je sais pas si c'est la vision et l'audace, c'est plutôt l'humilité, je dirais. Pourquoi l'humilité? Parce que, en fait, il fallait pas être un super visionnaire ou avoir une idée que personne n'avait eue. Le granulé, ça existait. Ça existait très fort en Italie. Donc il y avait déjà toute une filière de cola granulé, et c'est surtout c'est ce qui se vendait en Italie. À l'époque, c'était très peu présent en France. C'est vrai, les marchés étaient assez différents. Donc, les acteurs français faisaient pas du tout d'appareils à granulés, et industriellement, l'Italie avait pris un cran d'avance. Nous, on était plutôt bons au foyer, en appareil fonte, etc. Et donc, en fait, il y avait pas mal de. C'est vrai qu'il y a pas mal d'industriels français qui avaient une attitude assez hautaine, et un réflexe de défense en fait de leurs appareils, donc qui disaient non, mais en fait,
la flamme est pas belle, ça fait du bruit, ça tombe en panne, ça, voilà, bon, tout ça qui peut s'argumenter, mais c'est surtout un discours qui est arrangé pour pas, pour défendre le fait de continuer à vendre ce qu'on fabriquait. Mais en fait, en s'intéressant un peu de près au marché, aux gens qui commençaient à en faire en France, donc nous, on avait, dans notre réseau, on avait certains vendeurs, pas beaucoup, mais qui avaient commencé à acheter des poêles à granulaires. Donc là, j'ai été discuter avec ceux-là, essayer de comprendre, mais pourquoi vos clients vous en achètent et c'est quoi les motivations, puisque bon, c'est vrai, la flamme, et en fait, quand tu comprends un peu ça, tu dis, bah oui, il y a un marché pour ça, et puis je comprends. Donc, quelque part, comment on adresse ce marché-là, comment on l'amène. Et c'est là qu'on a choisi de nouer cet accord stratégique avec notre partenaire italien, Piatetta, qu'on importe en France depuis longtemps. Et ça demande une double humilité. Ça nous a demandé d'abord l'humilité de dire, bah oui, il y a peut-être autre chose qui est intéressant que ce qu'on fabrique. Et on peut toujours le débiner pour continuer à vendre ce qu'on vend, mais le marché, c'est pas nous qui l'empêcherons de venir s'il y a vraiment quelque chose qui fait, tu vois, être à l'écoute des gens qui cherchent autre chose que ce que tu proposes. Et puis l'humilité aussi, parce que quand tu es fabricant, te mettre à faire du négoce. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qui le font, mais à l'époque, ça n'existait quasiment pas. Soit tu avais des gens qui faisaient du négoce, de la distribution, soit tu avais des fabricants qui ne vendaient que leurs appareils. Et ça, mon père l'avait démarré avant moi. On avait déjà une petit partenariat de complément. On complétait ce qu'on produisait avec notamment le WAM, l'entreprise danoise qui fait partie du groupe aujourd'hui. Mon père avait démarré un accord d'importation avec eux. Donc il y avait déjà cette logique-là dans l'entreprise. Et c'est vrai que ça te demande pas mal d'humilité parce que tu vas nouer des accords et promouvoir des fabricants partenaires en France, alors que à l'export, tu vas parfois être concurrent avec eux. Par exemple, avec Piazzetta, on avait le même importateur russe. On était un peu en concurrence les uns et les autres pour dire non, mais prends plutôt les produits, prends plutôt les miens. Donc tu vois, ça demande quand même plus que vision et audace. Je dirais, si le dirigeant manque d'humilité, et d'ouverture à ce qui se passe, il va rater des trucs. Bon, et après, il faut l'audace de le mettre en place. Mais je dirais plus humilité que audace. C'est ton grand-père qui a créé l'entreprise. Tu me corriges si j'ai une bêtise, mais c'est ton grand-père qui a créé l'entreprise Séguin en 1976. Non, c'est pas. En fait, mon père l'a repris, mais pas mon grand-père. Mon père, il l'a racheté au fondateur qui n'était pas de la famille. En fait, tu as un fondateur qui a laissé son nom à l'entreprise. Enfin, c'était Monsieur Dutériez et je crois qu'il était marié avec une Seguin, donc ça laissait le nom à l'entreprise, Seguin Dutériez. Et ils n'avaient pas d'enfants qui souhaitaient reprendre l'entreprise. Et mon père a racheté l'entreprise en 95. Il avait été dirigeant des salariés de groupes un peu plus gros. Et à 50 ans, il a souhaité reprendre une structure plus petite, mais en étant vraiment son propre patron et actionnaire majoritaire. Donc il a repris cette structure-là aux deux fondateurs. Pourquoi est-ce que ton père, à ce moment-là, du coup en 1995, il décide de racheter l'entreprise dans le secteur des poêles à chauffer? Qu'est-ce qui a motivé cette décision? L'opportunité, parce que lui, il avait rien à voir avec ce milieu-là. Il avait dirigé des entreprises qui étaient plutôt dans le domaine des eaux de Vichy. Il avait évolué au sein du groupe Perrier. Il avait dirigé une assez grosse entreprise de restauration collective. Donc absolument rien à voir, c'est plutôt des secteurs de services et pas tellement des secteurs d'industrie et de bien équipement. Et en fait, c'est vraiment en cherchant. Bon, d'abord, c'est pas facile hein, quand tu cherches une entreprise à reprendre, c'est un long parcours. Enfin, je me rappelle, lui, ça lui a pris 2 ans quand même, et 2 ans plein temps. Hein. Il avait quitté ses postes, euh, donc sans parachute à chercher et à. Le risque d'ailleurs, c'est que tu aies tellement envie d'en trouver une que tu finisses par choisir la mauvaise. Donc il faut vraiment se laisser le temps. Ce qu'il a fait, et dans ses critères, il voulait absolument avoir quelqu'un qui reste dans l'entreprise sur qui il puisse s'appuyer techniquement. Justement parce qu'il avait conscience que ce serait sans doute dans un secteur qu'il maîtrise pas complètement, un secteur un peu nouveau, et que lui était assez bon sur l'aspect développement et commerce. Donc, dans ses critères, il y avait ça, et dans cette entreprise qu'il a repris, il y avait cette personne-là. C'était le dirigeant d'atelier qui s'appelle toujours Jacques Coran, et sur lequel il s'est vraiment appuyé à l'époque comme référent technique et responsable d'entité pour pouvoir développer commercialement. Tu racontes que lorsque ton père t'a légué la société au milieu des années 2000,
il t'a confié une lettre de 3 pages. 3 pages qui explique comment est-ce que la société risque de s'écrouler. Comment est-ce que tu as redressé la barre, toi? À ce moment-là, tu commences que tu l'as reçu, cette lettre. La lettre de 3 pages, c'est vrai. Alors, il me disait pas que ça risquait de s'écrouler, mais sa lettre démarrait par écoute, en fait, moi, j'avais manifesté mon envie de reprendre. Bon, j'étais jeune, hein, pourtant, je commençais à travailler assez jeune, mais j'avais travaillé 4 ans, je devais avoir 26 ans. Donc, j'avais un parcours un peu académique dans le conseil, la banque d'affaires, donc absolument rien à voir avec la direction de PME, mais avec l'insouciance de la jeunesse, peut-être, un peu. J'avais dit, bah, je pense que ce serait une bonne idée que je reprenne. Donc, je m'étais manifesté auprès de lui. Euh, et il m'avait écrit effectivement cette longue lettre qui commençait par Émeric, je voudrais te dire avant toute chose que l'idée que tu reprennes ce gain est a priori sympathique. Ça, je crois que c'était la seule phrase positive de la lettre. Et tout le reste, mais assez bien argumenté, c'était les risques du positionnement de l'entreprise, du métier et tout ce qui allait faire que l'entreprise allait peut-être marcher moins bien dans les années qui suivaient, qu'il fallait quand même bien que je réfléchisse. Donc voilà, peut-être pas s'écrouler, mais en tout cas, il voulait vraiment que j'ai conscience des risques. Et bon, en fait, j'en ai pas tellement tenu compte, pas parce que je savais que, enfin, j'en ai pas tenu compte. J'ai décidé d'y aller quand même. Tout ce qu'il disait dans sa lettre était parfaitement juste, c'est-à-dire ça s'est produit. En revanche, on a eu plein d'autres opportunités. Donc les marchés ont muté. Ce qui a baissé dans le business model de l'entreprise, ce qui disait, qui risquait de baisser, a effectivement baissé. On a eu plein d'autres opportunités. Et la société a évolué. Et, euh, et je pense qu'en fait, c'est pas que j'avais une vision stratégique exacte à 27 ans de là où il fallait aller. Hein. C'était juste que moi, je me disais rapport risque, le rapport au risque à 27 ans, et puis surtout dans une famille comme la nôtre, on avait vraiment forte culture entrepreneuriale que notre père nous avait inculquée. Je me disais, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc, c'était pas forcément très réfléchi. J'avais quand même lu sa lettre, mais voilà, j'avais confiance. Je vais revenir sur l'âge, justement. Donc, c'est 27 ans quand tu reprends l'entreprise. Est-ce que tu penses que l'âge fait un bon chef d'entreprise? Est-ce que tu penses qu'il faut être âgé pour être un bon chef d'entreprise ou on peut être un jeune bon chef d'entreprise? C'est pas facile de répondre parce que je suis un chef d'entreprise très différent à 47 ans qu'à 27 ans. Et évidemment, j'ai fait des erreurs de jeunesse. Je pense que c'est le profil est plus déterminant que l'âge. On est des personnes très différentes. Alors, on évolue hein, aussi avec l'âge. Euh, ce qu'on est, sa manière, son rapport aux autres, nos points forts font de nous ce qu'on est en tant que dirigeant. Je pense que ce qui vient vraiment avec l'âge, c'est le fait qu'on le sait, le fait de se connaître. Enfin, en tout cas, c'est mieux si ça vient. Sinon, on vieillit mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément différents. Nos points forts restent nos points forts et nos points faibles restent nos points faibles en général. Et je pense que l'enjeu est pas tellement d'essayer de compenser à tout prix ces points faibles et encore moins de les masquer, mais plutôt de les assumer et de s'entourer des gens qui vont eux apporter ce qu'ils sont et qui sont différemment de nous. Donc idéalement de s'entourer des gens assez différents, assez complémentaires et bien meilleurs que nous sur les zones où on sent qu'on est voilà on est un peu moins bon, on s'éclate pas et puis on aime moins et donc on est moins bon. C'est sans doute ça que l'âge amène, c'est une plus grande lucidité là-dessus. Bon, à 27 ans, on fonce devant et bon, ce qui pêche un peu autour de nous de par notre personnalité, on s'en rend un petit peu moins compte. C'est vrai. Bon, moi, j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, mais que ce qui fait que ça fonctionne bien quand on est un peu plus âgé, c'est qu'on a eu le temps de se tromper. J'ai l'impression que c'est pas tant l'âge qui fait que ça fonctionne ou pas, c'est plutôt le fait qu'on ait échoué plusieurs fois et qu'on sache du coup, qu'on a appris de ses erreurs, qu'on sache qu'il faut reproduire ou ne pas reproduire. Et c'est ça qui fait que plus on est âgé, et mieux ça fonctionne. J'ai l'impression que c'est ma façon de penser. C'est pour ça que je me dis tout ce que je fais, il faut que je le fasse le plus tôt possible. Comme ça, j'ai le temps de me tromper et ensuite de faire quelque chose qui fonctionne bien. C'est assez juste hein, ce que tu dis. Je pense que tu peux apprendre ce que tu veux en théorie, mais tant que en fait, une bonne décision, elle est pas toujours complètement éclairée rationnellement. D'ailleurs, je pense que c'est le job du dirigeant que de prendre des décisions et de les assumer sans avoir toujours tous les éléments. C'est même sans doute la meilleure définition de qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant. Et du coup, il y a une part un peu tribale, il y a une part d'intuition, il y a une part
cette espèce de bon sens qui nous fait, en termes de rapport risque, bénéfice, ce qu'il faut faire pour l'entreprise, prendre la bonne décision. Et ça, c'est vrai que quand on a vécu des bonnes et des moins bonnes décisions et les conséquences un peu dans sa chair, quoi, et pas en théorie, on la développe mieux, cette intuition. Mais je pense qu'on peut avoir des très bonnes intuitions, business notamment, jeune. Hein. On peut être meilleur sur certains domaines à 27 ans qu'à 47, notamment sur des perceptions business, d'un business qui bouge, l'envie d'y aller. Donc voilà, heureusement qu'on s'améliore en prenant un peu d'expérience et en améliorant un peu cette intuition et cette expérience qui font qu'on va effectivement commettre moins d'erreurs, parce que on est on est peut-être moins affûté aussi, hein, qu'à 27 ans, où on a une capacité de réflexion, de travail qui va bien compenser ça. Donc, il faut bien que l'expérience nous aide un peu. En me baladant sur le site du groupe Séguin, j'y ai vu la mention environnement. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi est-ce que l'entreprise elle est respectueuse de l'environnement? Bah, d'abord, on est sur un métier, le chauffage au bois, qui est complètement lié avec les enjeux environnementaux. Est-ce que quel est le mode de chauffage le plus écologique? Est-ce que ce mode de chauffage est tenable? Comment on va pouvoir se chauffer dans 25 ans? Donc nous, on est plutôt du bon côté de la barrière sur un plan carbone. On est parfois un peu mis en cause dans les zones les plus denses, urbaines, ou alpines, sur les densités de particules fines, même si on en est un bien moins grand contributeur que ce que certaines études, certains articles ont bien voulu dire, mais en passant un peu vite sur la finesse des analyses. Mais on en fait partie. Donc, voilà, on est complètement lié aux enjeux écologiques, que ce soit aux enjeux carbone à long terme, là plutôt du bon côté, ou aux enjeux de santé publique, où là on est aussi du bon côté, mais parce qu'on améliore nos appareils et qu'effectivement la pollution de l'air s'améliore un peu partout dans les grandes villes, parce que les gens ne savent pas forcément, hein, mais l'air des grandes villes est bien moins pollué année après année, bien moins pollué qu'il y a 20 ans. Pas que grâce à nous d'ailleurs, le parc véhicule s'améliore, les entreprises s'améliorent, etc. Donc on a un métier qui est complètement lié à ça. Ensuite, une entreprise aujourd'hui ne peut pas ne pas se saisir de ce sujet. Alors elle ne peut pas depuis déjà un moment, ne serait-ce que par la pression sociale sur les entreprises, qui font que quelles que soient les convictions du dirigeant, c'est pas possible de ne pas se saisir de ce sujet en disant comment on peut essayer de faire un peu mieux nous à notre échelle. Et puis demain, elle ne pourra pas légalement puisqu'il y a des normes. Alors malheureusement, ça va surtout être de la lourdeur de reporting. Hein, mais il y a des normes qui arrivent, qui s'appellent la CSRD, pour faire du reporting sur ces fameuses dimensions RSE et notamment environnementales. Donc une entreprise doit forcément s'y préparer à déjà rendre compte, dire quel est son bilan, ce qu'elle émet, critère 1, critère 2, voilà, et trouver des axes d'amélioration et s'en saisir. Je pense que ça peut être extrêmement frustrant ces sujets-là si c'est vécu que de manière subie. Dans ces cas-là, on se retrouve à faire du reporting légal. On est vertueux parce qu'on a fait le reporting et parce qu'on a fait son bilan carbone, ce qui veut absolument rien dire. On n'a rien amélioré du tout et on a demandé aux gens des équipes de remplir des feuilles, de faire du reporting et mesurer c'est bien, mais si t'en fais pas un projet qui fédère un peu à l'intérieur de l'entreprise en disant on va essayer de se trouver des vrais axes d'amélioration qui peuvent pas être tout. Et donc je pense qu'il faut choisir dans ces cas-là. Parce que si tu veux t'attaquer à tout, si tu veux résoudre le problème de la parité, de l'inégalité sociale, de la paix dans le monde, de l'environnement et embrasser toutes les causes, tu feras rien. Tu auras des beaux discours sur tout et faut que tu sais, tu feras rien. Donc il faut choisir ce qui est parlant, là où tu peux vraiment avoir d'impact, ce qui parle aussi aux équipes. Il faut que ce soit une démarche un peu collective. Et il faut que le dirigeant y adhère complètement. Parce que si le dirigeant y croit pas, ça marchera pas. C'est pas possible parce qu'il faut y passer un peu de temps. Donc c'est voilà tout ce qui se passe un peu chez les entreprises. Tu as plein de contraintes sociales, légales, etc. Les entreprises vont être obligées de rendre un peu des comptes sur ce qu'elles font. Je pense que l'enjeu pour le dirigeant,
c'est d'essayer d'en faire un projet sans le surjouer et sans le survendre, hein, il y a plus d'authenticité possible, mais d'essayer d'en faire un projet réel d'amélioration porté par les équipes. Nous, on a choisi plusieurs axes. On a choisi l'ancrage territorial, qui est d'abord une réalité pour nous, c'est-à-dire qu'on a nos usines et nos emplacements pour- principalement dans des zones plutôt rurales, des zones plutôt industrielles, et on fait vivre des gens, des familles autour de nos entités. On estime qu'on a une responsabilité par rapport au territoire. Une responsabilité par rapport au territoire, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre des décisions de changement trop impactantes sur le territoire, comme une croissance externe, par exemple, qui serait négativement impactante pour les endroits où on est déjà. On essaie de faire très attention à ça et d'assumer le fait que dans les développements qu'on fait, on veut créer de la valeur, mais on ne veut pas en retirer aux endroits où on est déjà. Ce qui est déjà un beau challenge, hein. Donc en gros, préserver les emplois, ce qui existe autour de là où on est. Donc ça, c'est plutôt une dimension économique. Tu as le partage de la valeur aussi, dans cette dimension économique. Il y a des intéressements, des participations, donc les salariés sont intéressés aux résultats de leur entreprise dans toutes les entités du groupe, parfois bien au-dessus de minimum légaux, et le plus souvent de manière égalitaire, donc tout le monde touche la même chose. Ça permet de parler des résultats de manière un peu dépassionnée, et voilà, d'expliquer comment on l'entreprise. Euh, et puis, bon, tu as effectivement la dimension environnementale. Nous, on a identifié des améliorations sur les aspects emballage, déchets de chantier, donc recyclage des déchets et de nos emballages. Donc, c'est un axe qu'on a démarré. Alors, c'est un long travail parce il faut t'assurer que sous couvert de beaux discours, tu vas pas faire des choses contre-productives. Il faut bien tout mesurer. Je te donne un exemple tout bête. Si je dis je vais récupérer mes emballages pour les réutiliser, bah, dit comme ça a l'air super. Il faut quand même t'assurer que le transport de collecte, de retour que tu vas organiser pour récupérer les emballages chez l'ensemble de tes revendeurs et les faire revenir chez toi, c'est bien plus vertueux en carbone et en impact environnemental que de les envoyer juste à la recyclerie à côté si tes revendeurs, eux, s'engagent à bien le faire comme il faut en tri des déchets, ce qui est aussi un enjeu. Mais voilà, tu vois, il y a des choses comme ça où il faut faire attention de ne pas aller trop vite vers des idées d'affichage, mais de bien mesurer lesquelles seront bonnes. Et en même temps, il faut faire des choses. Si on passe tout le temps à mesurer, et voilà, on finit par rien faire. Donc, il faut quand même en identifier. Nous, on a identifié celle-là. On en a identifié une sur notre parc de véhicules, à nous. Et puis, on en a une très importante, c'est ce qui est la plus majeure en termes d'impact, sur l'utilisation des appareils. Parce que nous, la performance des appareils, ça, c'est notre job. Mais après, la manière dont les utilisent les clients, là, on peut avoir un peu plus d'impact. Et on a notamment développé un kit d'allumage. Donc ça, c'est un coût, hein. Avec chaque appareil, on livre. Et donc, on livre avec l'ensemble de nos appareils à bois, un kit, bois sec, du petit bois, etc. Et un espèce de doc très didactique avec des images pour le client final. Donc ça, on démarre cette année pour leur expliquer vraiment comment allumer, parce que c'est un impact très important, la manière dont tu vas allumer, entretenir ton appareil, allumer ton feu. L'essentiel de ce qui est émis en particules, c'est sur le début de la combustion. Et donc, on essaie d'être hyper pédagogique là-dessus et de leur livrer un peu pour qu'après, ils fassent en sorte de s'approvisionner de la même manière et ils démarrent bien. T'en penses quoi, toi, des milliardaires qui rachètent des médias comme Xavier Niel, Bolloré, Bernard Arnault, et j'en passe? J'ai pas un avis très éclairé parce que je suis moins proche que toi du milieu médiatique. Ce que je constate juste, mais avec beaucoup de recul et pas tellement d'informations d'insider sur tout ça, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un certain nombre de médias qui seraient incapables de vivre s'il n'y avait pas justement quelques fortunes qui avaient été prêtes à y laisser pas mal d'argent. Quand tu regardes Libération ou Le Monde, enfin, c'est des médias qui ont été successivement renfloués par pas mal de personnes qui s'y sont intéressées en disant qui semblent quand même avoir garanti un peu d'indépendance de rédaction. Alors, s'ils le font, j'imagine que ça les intéresse aussi d'avoir un peu de pouvoir d'influence le jour où ils pourraient en avoir besoin. Mais je pense que les médias en ont au moins autant besoin qu'eux, sinon plus. Donc, j'ai pas forcément d'avis très tranché en disant c'est bien, c'est pas bien. Je constate juste que s'ils l'avaient pas fait, les médias seraient plus là aujourd'hui. Il va falloir quoi, on termine parce que j'ai pas le Zoom Pro et il me reste que 4 minutes de réunion, là, de temps de réunion. Là, je suis timé, donc on en est à ma dernière question. Là. Je voulais savoir où tu te voyais toi
dans 10 ans? Et l'entreprise également, parce que vous êtes étroitement liés, qu'est-ce que tu comptes faire? Où tu te vois dans 10 ans, en fait, vraiment, tout simplement? Alors, c'est deux questions très différentes. Où je vois l'entreprise, c'est, j'espère toujours fidèle à ce qu'elle est, solide sur ses acquis, au service de ses partenaires revendeurs, comme on a toujours été, avec des valeurs bien ancrées, mais pas hypocrites, hein, et suffisamment incarnées. Sur mon cas à moi, c'est un petit peu différent. Enfin, c'est un peu différent. J'ai structuré pas mal une équipe ces derniers temps qui monte bien en charge. L'entreprise a beaucoup grossi, forcément, ça amène mon rôle, moi, à changer et à être plus en supervision, en orientation stratégique. Tu diriges pas une entreprise, t'es pas le repreneur d'un atelier de fabrication de feuillets fonte de 60 personnes, de la même manière que tu vas après diriger une TI 350, ce qu'on est aujourd'hui, en tant qu'actionnaire majoritaire. Ça amène forcément ton rôle à bouger. Moi, ça m'amène à me poser quelques questions aussi sur comment je peux être bon à ce rôle. Et de plus en plus, mon rôle, il est vraiment sur la stratégie, la gouvernance et d'accompagner l'équipe de direction en place pour qu'ils soient les meilleurs possibles. Ça m'amène presque à m'effacer un peu plus. Et c'est parfois nécessaire pour que les choses se mettent mieux en place et que l'équipe vive le plus possible sans toi. Après, tu as un vrai rôle, hein, une vraie responsabilité, mais c'est pas la même. T'as moins là. Puis ouais, surtout moi qui avais le caractère de toujours vouloir tout faire, ça m'a demandé pas mal d'efforts sur moi-même pour évoluer.